On la décrit souvent comme une France abandonnée, un territoire oublié. La ruralité mérite-t-elle d'être ainsi caricaturée? Enquête de région fait aujourd'hui son retour à la terre. Nous avons suivi ces agriculteurs, maraîchers, ces médecins, artistes, ces citoyens déterminés à trouver un nouveau modèle. Alors ils le disent haut et fort, j'aime ma campagne. On est vraiment le médecin du premier recours. On n'a pas les mêmes rapports avec les gens en campagne qu'en ville. Dans mon entourage, je ne connais personne qui veut s'installer seul. La meilleure façon pour préserver un bâtiment, c'est encore de l'occuper. Il était question d'en faire un refuge. Aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin de donner du sens. Vous entendez de plus en plus parler de mots de permaculture, d'agroécologie. Notre but, c'est de faire passer des idées. Ce qu'on produit dans une région, ça n'a plus aucun lien avec ce qu'on y consomme. On peut faire les choses autrement. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Tout s'écroule. Pour être en bonne santé, il faudrait peut-être déjà commencer par bien se nourrir. Bienvenue à Joinville, en Haute-Marne. Nous sommes à 30 minutes de Saint-Dizier, 40 de Chaumont, 1 heure de Bar-le-Duc. Un trou perdu, pensez-vous? Pour certains, c'est un havre de paix. Bonjour Nao, c'est la télé? Oh non, c'est pas vrai. Mais si. Mais moi qui suis ici pour être tranquille, j'en ai marre de la télé, des caméras, enfin... Oh, je suis même pas maquillée, même pas habillée, rien. Eh bien, allez vous préparer. Nous, on patiente ici pendant ce temps-là. D'accord. Nao, la comédienne propriétaire de cette salle de spectacle. Alors, le temps qu'elle se prépare, je vais m'installer ici. Le temps de s'intéresser à un sujet crucial en milieu rural, le médecin, le fameux médecin de campagne. Il se fait de plus en plus rare, mais tout n'est pas perdu. Quelques généralistes résistent. De la Marne aux Ardennes, 3 médecins généralistes ont accepté de partager avec nous leur quotidien. Renaud Miller, l'enfant de la campagne, Émeline Hautecoeur, interne en formation, et Alain Dumont, praticien depuis 25 ans. Chacun d'entre eux a sa raison d'être attaché au monde rural. On est plus ce qu'on appellera un médecin de famille qui est très introduit dans la famille parce qu'il soigne tout le monde, qui se déplace à domicile, qui sait la façon dont vous vivez. Souvent, il y a les grands-parents, les petits-enfants. On arrive à faire le lien entre toutes les personnes qui composent une famille et c'est assez sympa. C'est la confiance que les gens vous font. On est vraiment le médecin du premier recours. Dès qu'il y a un problème, c'est nous qu'ils viennent consulter. Parfait, merci. Voilà. Asseyez-vous, vous allez nous raconter ce qui vous arrive. Le docteur Miller s'est installé depuis presque 7 ans à Bazancourt, où il a repris le poste d'un médecin parti en retraite. On a toujours besoin de médecins, surtout qu'il y a toute la contrée. À Boule-sur-Sup, il n'y a que M. Neuf qui est très bien aussi, mais c'est pas suffisant. Ça c'est bon, respirez bien par la bouche. Dans la Marne, chaque année, on compte 50 départs pour une vingtaine d'installations. Originaire des Ardennes, fils de pharmacien, Renaud Miller se souvient de son propre médecin de famille qui battait la campagne. J'ai eu envie de faire médecine en voyant le docteur Capi du village. Je trouvais que sa pratique était passionnante. Et puis là, ça se confirme, on n'a pas les mêmes rapports avec les gens en campagne qu'en ville. Alors, on vérifie ça. Vous n'avez pas eu de douleur dans la poitrine? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas essoufflé quand vous faites un effort? Non, pour l'instant, ça va. Vous jardinez toujours? Oh, vous savez, jardiner, c'est un grand mot. Hein. Bon. Ce docteur connaît bien les petites habitudes et les tracas de ses patients. Au moindre souci, c'est d'abord vers lui qu'il se tourne. Chaque jour, il réalise près d'une quarantaine de consultations. En ville, le moindre traumatisme, suture et tout, on a tendance à aller plus aux urgences, alors qu'ici les gens viennent nous voir, donc on fait encore plein d'actes d'urgence, de la petite traumatologie, des sutures, donc c'est très varié, oui. Ça vous plaît? Oui, c'est pour ça qu'on le fait, oui. Oui. Une palette variée, de la gynécologie en passant par la traumatologie ou le simple rhume. D'accord, on se met comme ça, on l'emmène sur le côté, en abduction, normalement on peut aller là. Je peux pas plus. D'accord, si moi je vous y emmène, vous m'arrêtez si je veux. Non, d'accord, ça fait mal. Ok. Les urgences, le temps d'attente est beaucoup plus long et j'avais pas tellement de moyens de me rendre sur place. Du
coup, j'ai préféré venir dans le cabinet. C'est plus simple d'avoir... Oui, voilà, c'est plus simple d'avoir un médecin à proximité que d'aller à la grande ville la plus proche. L'hôpital de Reims se situe à une vingtaine de kilomètres. Ça va, Philippe? Renaud Miller a fait le choix du regroupement. Il travaille avec 2 autres confrères. Parfait. C'est José qui fait l'après-midi, comme d'habitude. Ouais. Moi, je vais aller faire mes visites. Tu passeras le téléphone, hein? Ouais, je passe le téléphone. Samedi matin, moi, je suis là. Toi aussi? Ouais. Cette organisation lui est indispensable. J'aurais pas pu assumer mes enfants comme je le fais maintenant si j'avais été seul. Sans Philippe et José, j'aurais pas pu assumer d'aller chercher mes enfants le soir quand je les ai en garde alternée pour les 2 plus grands et de m'occuper du petit comme je le fais actuellement. Pour ce médecin, une 2e journée commence à Reims. Ce jour-là, c'est lui qui récupère Jean, 18 mois, chez la nounou. Vous occupez? Tu rends le ballon à nounou et on va voir les canards. Ils sont là. Regarde là-bas les canards. Là, Jean. Regarde. Sa compagne étant infirmière au CHU, la gestion est d'autant plus difficile, les moments en famille d'autant plus précieux. Maintenant, on a des gardes qui sont régulés. Donc on est de garde en gros une fois par semaine, 20h minuit, et 3 à 4 week-ends dans l'année. Pour Emeline Hautecoeur, interne en 9e année, c'est la dernière ligne droite. J'aurais terminé mon cursus dans 2 mois maintenant et après je pourrais effectuer des remplacements en cabinet de médecine générale. C'est une page qui se tourne en fait, passer de l'environnement où on est encadré, après il faut se lancer, être tout seul en autonomie, quoi. En attendant, chaque vendredi après-midi, Emeline se rend à Asfeld dans les Ardennes pour son dernier stage. Dans cette maison de santé, elle consulte en parfaite autonomie. Je crois qu'on s'est déjà vu, moi je m'appelle Emeline Hautecoeur, je suis l'interne du docteur Vimin. Oui. D'accord, alors dites-moi. J'ai une angine. Ouais, c'est un petit peu rouge, bon après les amygdales... Mais c'est vraiment la nuit, j'ai vraiment mal la nuit. Vous arrivez à manger? Ah oui, ça passe bien, ça j'arrive à manger. Il est important qu'il y ait des médecins qui exercent à la campagne pour permettre à la population d'avoir accès à des médecins généralistes. Donc je pense que le fait d'avoir grandi dans ce milieu conforte mon choix. Native d'un village près de Reims, Emeline a effectué de nombreux stages en milieu hospitalier et rural. Sa préférence va pour le moment à la campagne. Mais plus tard, pas question de pratiquer seule. Une maison de santé semble le lieu idéal. Pour en avoir discuté avec mes anciens collègues de promo à la fac, dans mon entourage, je ne connais personne qui veut s'installer seul. Donc je pense que c'est vraiment un attrait pour les jeunes médecins. Je connais le versant rural, après peut-être essayer un petit peu l'exercice en ville et puis après voir l'exercice qui me plaît le plus. N'ayant jamais pratiqué en ville, le début de sa carrière sera déterminant dans son choix final. Et les douleurs, c'est tout là. Ouais. Et quand je suis au travail, c'est carrément derrière et ça me tire jusque derrière le genou. D'accord, ok. Est-ce que vous faites une activité physique particulière Non, par mon travail. Ouais, vous êtes debout toute la journée? Oui, je suis serveuse. Ouais. Ça y est, c'est fini, Emeline? Ouais, ça y est. Bon, alors on va débriefer un petit peu. Fin de journée, Emeline fait le point avec son maître de stage, le docteur Brigitte Villemain. Alors moi j'ai revu la semaine dernière, cette personne là pour son vaccin. Ouais. C'était pas le Repevax qu'il fallait, c'était simplement le Revaxis. D'accord. Donc vous y penserez, surtout de demander le carnet de santé et revoir avec juste avant de le faire. Ok. En tout cas, je suis très contente parce que là, on est presque à mi-parcours. Et vraiment, les personnes, quand elles vous voient, elles sont très très satisfaites et elles n'hésitent absolument pas à ce que ce soit vous. Prendre des étudiants en stage, ça permet de plus en plus d'avoir la relève. J'ai fait un petit peu une enquête sur tous les étudiants qui étaient venus dans notre cabinet.
Ils sont à peu près tous installés en rural ou semi-rural. Des aides à l'installation prévoient par exemple 50 000 € sur 3 ans dans certaines zones identifiées. Alors Evelyne, comment s'est passée cette matinée? Ça s'est bien passé. Tu as fait la bandelette, donc on n'est pas dans l'urgence de toute façon. On se rassure qu'il n'y a rien de particulier. Il n'y a pas de fièvre. Voilà. D'accord. Emmeline est aussi en stage avec le docteur Alain Dumont tous les mercredis. Depuis 25 ans, lui et sa femme exercent à Machault, un village ardennais de 500 habitants. Les visites à domicile représentent 20% de ses consultations. Alors, l'équilibre. Vous arrivez à tenir sur les carreaux? On avait fait les histoires de carreaux. Oui. Alors, marchez le long d'une ligne. Essayez un petit peu. Ah ben ça. C'est dur, hein, et puis il faut se tenir. Le docteur Dumont a su créer des liens avec ses patients. Toutes les questions qu'il leur pose ne sont pas d'ordre médical. Il y a des choses prévues prochainement? Non. Comment ça? Je sais pas, une réunion de famille, l'anniversaire de l'un ou de l'autre, le mariage d'un petit-fils ou... Non. Il n'y a rien de prévu? Non. C'est calme? C'est calme. C'est calme, bon. Et puis le mois prochain, il y aura le vaccin de la grippe. Oh, Eh oui! On parle de la vie, on parle de choses... On parle de tout. On parle de tout. On parle de ce qui s'est passé dans la semaine, on parle ou dans le mois, des événements familiaux qu'il y a eu. On peut parler du temps, parce que c'est important quand on s'occupe du jardin. Bon, là, maintenant, le jardin, il est un petit peu en friche. Hein. C'est du gazon, c'est plus simple à entretenir. Oui. Hein. L'itinéraire de ce médecin de campagne le conduit dans tous les villages aux alentours de Machault. Les confrères les plus proches se trouvent à une douzaine de kilomètres. À l'époque, c'était quand même la guerre entre les médecins. Il y en avait trop, le bruit courait qu'il y avait trop de médecins, qu'il fallait en former moins. Mon prédécesseur est parti à la retraite à 56 ans, parce que c'était possible à l'époque. Moi, j'en ai 54 et je ne me vois pas arrêter dans 2 ans. Oh, bonjour Alain. Bonjour Elodie. C'est Madame Puret? Non, j'allais à côté même. T'es là, tu vas la voir? Oui. Je t'accompagne. Élodie Lamoureux est sa coordinatrice d'intervention en médecine. Elle est l'un des 4 agents de Champagne-Ardenne. Elle soutient le docteur Dumont dans des cas psychosociaux complexes, difficiles à gérer seul pour un médecin. Donc l'objectif de ma visite, c'était de refaire le point un petit peu sur la situation. Ensemble, ils règlent par exemple des questions d'assistante sociale et d'ergonomie au travail. Le docteur Dumont est l'un des tout premiers à avoir reçu l'aide d'Élodie. Il a adhéré à un nouveau dispositif, les PTA, plateforme territoriale d'appui. Il faut aussi aider les médecins dans leur fonctionnement de tous les jours. On parle toujours de la tracasserie administrative. Il y en a, c'est pas le pire. Le pire, c'est de vouloir contacter et de ne pas y arriver, de ne pas savoir où s'adresser. C'est compliqué d'avoir un rapport humain. Et là, on l'a, et c'est une bonne chose. Ce qu'on peut faire au courant de ces situations, puisque... Bonjour. Ah bah très bien. Sa femme, le docteur Anne-Sophie Dumont, a elle aussi adhéré au dispositif. Un moyen de vivre sereinement le reste de leur carrière. Pour l'instant, on n'est pas encore dans l'après, on est dans la suite. Parce qu'il y a, je pense, encore 10 ans à faire, à peu près. On n'a pas envie d'arrêter tout de suite. On n'a pas envie d'arrêter, on se plaît bien dans ce qu'on fait, quand même. Voilà, on a une patientèle et des gens qui sont vraiment très attachants, très fidèles. Et ça, c'est une qualité de travail qu'on apprécie. Des médecins passionnés qui ne souhaitent pas s'arrêter. J'ai 71 ans. Une chance, car le chiffre des praticiens baisse constamment. Entre 2007 et 2015, la Champagne-Ardenne a perdu 12% de ses généralistes libéraux. En milieu rural, les médecins créent le lien social, les acteurs culturels aussi. Naouda Piedad est née à Paris d'une mère béninoise et d'un père brésilien. Cette bourgeoise en talons hauts, comme elle aime se décrire, découvre Joinville au milieu des années 2000, alors qu'elle présente un spectacle. Elle visite un ancien cinéma, c'est le coup de cœur. Nao, la première fois que vous êtes entrée dans cet ancien cinéma, qu'avez-vous ressenti? De la peur, parce qu'il y avait beaucoup de travaux, mais quelque chose de magique. Une vie, une âme. Je sentais que c'était chez moi. Vous, la Parisienne, pourquoi vous avez eu un coup de cœur ici? C'est étonnant, parce que à la base, Joinville, je ne savais même pas que ça existait, à part Joinville-le-Pont.
Mais moi, la Parisienne, je me suis rendu compte que la vie, elle n'était pas à Paris, qu'elle était ici, et qu'ici, il y avait toutes les possibilités, et que mon imaginaire allait prendre toute son ampleur, quoi. Donc, ici, c'est vraiment à la maison. Mais il n'y a pas fallu un peu de folie aussi ? Mais je suis dingue. Dingue. Non, Mais oui, il faut de la folie. De toute façon, les rêves, la vie, c'est de la folie. Et puis, si on n'a pas de folie, on meurt. Alors moi, j'avais besoin de vivre. Et la folie, pour moi, c'est parfait. Eh ben, on va aller s'installer sur cette scène, cette très belle scène. Je vous laisse partir la première. Allez, une scène encore toute chaude du dernier spectacle de Nao. C'était une belle soirée de septembre. Regardez. Attendez, pas tous en même temps, quoi. Qu'est-ce que je deviens ? Eh ben, les 3 B. Je bois pas, je baisse pas, mais qu'est-ce que je bosse? J'adore ton intérieur. Je trouve ça frais, je trouve ça, tu vois, je trouve ça vraiment bien, ouais. Oui, puis j'ai vu, t'as accroché des photos de nous du lycée, ouais. Il y en a partout. Ah ben c'est bien, j'irai voir tout à l'heure. Non, maintenant. Ah ben oui, puisque j'ai le choix. Le mec qui est là, on le connaît tous. Tous, j'ai envie de dire toutes. On a tous eu quelqu'un dans notre vie scolaire qui nous a pris la tête. Un garçon ou une fille, où on était trop gros, trop mince, trop noir, trop petit. Voilà. Et ben lui, c'est ça. Lui, ça a été la terreur. Bonsoir. Dégueulasse. Nao, c'est la première fois que vous jouiez chez vous, dans votre salle, face à votre public haut-marnais. D'abord, comment ça s'est passé? Super bien. Non, mais j'ai de la chance parce que j'ai un public bienveillant. Donc, ça s'est très bien passé. Et on était en famille, quoi. On ouvrait les portes et c'était des copains, des copines qui venaient voir le spectacle. Donc, c'était très, très bien. Et vous avez même dû refuser du monde, 60 personnes, je crois. Oui, alors j'ai de la peine parce que du coup je me dis, oh, il y en a qui ne m'ont pas vu. Mais je me dis, je vais revenir. Je vais revenir jouer ce spectacle. Normalement, c'est la dernière, mais je vais revenir. Alors, Nao, vous êtes une femme, tout le monde l'aura remarqué. Oui. Vous êtes noire, vous avez une sacrée gouaille. Ça s'est passé comment, l'arrivée à Joinville, en Haute-Marne, en milieu rural? Au début, c'était un petit peu compliqué parce que j'arrivais un peu comme un extraterrestre. Et puis, alors, j'avais pas de cheveux, j'étais rasée, j'avais 50 kilos en plus. Donc, les gens me regardaient un peu curieusement. Donc, il y a des gens qui sont même venus me voir en me disant écoutez, vous inquiétez pas, même si vous êtes malade, puisque vous n'avez pas de cheveux, à mon avis, c'est un cancer, on accepte tout le monde. Alors, ça m'a rassurée. Et puis, je me suis dit oulala, ils sont un peu space. Mais je me suis rendu compte que quand tu sais pas, quand tu connais pas, tu as le droit d'être maladroit. C'était pas de la méchanceté, c'était juste le fait d'être maladroit. Et après, j'ai fait mon petit bout de chemin. Je me suis impliquée aussi dans la vie de la ville. Et puis, ça s'est plutôt bien passé. Et puis, ça se passe plutôt bien. Vous êtes attachée aux habitants de Joinville. Oui. Vous dites ici, on ne ment pas. Oui. Ici, on ne ment pas. On t'aime pas, on t'aime pas. Au moins, c'est clair. Y a pas plusieurs lectures. Et je les trouve tellement bienveillants, même si je vous dis, des fois, ils sont un peu... pas à côté de la plaque, mais ils ne le font pas exprès, ils sont maladroits. Mais même dans cette façon-là d'être, ils sont tellement humains. Et puis je me demande si ce n'est pas un peu de notre faute, nous, les Parisiens. On a toujours tendance un peu à dénigrer les personnes qu'on ne connaît pas. Et ils sont devenus comme ça, méfiants, parce que peut-être, à force de se faire attaquer, ils attaquent les premiers. Et puis c'est un territoire où il y a eu un fort vote Front National. Oui. Ça vous a fait du mal, ça ? Ah, je vais sans doute vous choquer. Non. Non, parce que je me dis qu'on a encore la chance d'être dans un pays où on a le droit de s'exprimer. Et on a le droit d'être du Front National, même si ça me dérange. Mais on a le droit. Et mon travail et mon devoir, c'est de leur dire que la vie, c'est pas ça. Qu'on a le droit d'être noir, d'être arabe, chinois, et d'être heureux dans une ville, dans une région, dans un département. Mais je crois que l'union fait la force, et plus fort, on peut gérer le problème du racisme. Parce qu'ici, en fin de compte, le problème, c'est quoi? On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et depuis qu'ils me connaissent, je trouve qu'ils ont une autre vision des choses et du monde. Vous êtes venu briser des lignes, des préjugés, d'une certaine façon, ici? Au départ, c'était pas ça, mais je me rends compte que aujourd'hui, c'est un peu ça. Aujourd'hui, ma grande fierté, c'est quand on ne voit plus ma couleur. Parce que moi, quand je vous vois, je ne vois pas votre couleur de peau, je vois une femme avec les cheveux mi-longs, avec un super sourire. C'est ce qui compte. Mais ce n'est pas de savoir si vous êtes noir ou pas noir, on s'en fiche de ça. Ce qui compte, c'est ce que vous avez dans le cœur, quoi. Et je crois qu'aujourd'hui, j'espère que je ne me trompe pas, et même pour ce que je suis, moi, Nao, c'est tout.
Est-ce que vous auriez fait ce pari il y a 30 ans, avant Internet? Non. La connexion avec le monde, la connexion avec l'informatique, cette connexion a fait que tu te rends compte que tu peux rester chez toi et être curieux de plein de choses et être en relation avec plein de gens dans le monde entier. La connexion, c'est super important, quoi, parce que c'est la vie. Moi, je reviens toujours à ça. La connexion, c'est la vie et c'est le partage. Soyons connectés. Et cette connexion vous permet aussi de faire venir du monde de l'extérieur, des artistes qui viennent ici en résidence. Ouais. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à les convaincre? Je leur dis qu'on mange bien et qu'on boit bien. Déjà, c'est la base. Bon. Et après, je leur fais comprendre que venir jouer en province, il y a quelque chose de magique. Parce que la réalité, c'est qu'on vient finir un spectacle à Paris, mais qu'on le rôde en province. Alors, je ne comprends pas pourquoi en province, on a le droit de payer des places plein pot, et qu'à Paris, les places, elles sont moins chères. Parce qu'on l'a rodé en province. On n'est pas des quiches, on n'est pas des pimpins. On a des cerveaux, on ne met plus de chaussures en bois, on a de l'électricité, on ne va pas laver nos linges. Donc, à un moment donné, je leur dis, voilà, si vraiment vous voulez avoir un vrai retour scénique, en province, ils payent leur place, ils s'habillent, ils vont se prendre la tête pour se garer. Il faut être à la hauteur. Il faut venir jouer ici en province, parce que c'est en province qu'on apprend notre métier. Et c'est pas à Paris. À Paris, il y a plein de théâtres. À Paris, c'est le Festival d'Avignon. À Paris, tu as des places à 10, à 5, à 15 euros. Ici, les gens, ils chinent pas, ils viennent, ils payent leur place. Et à un moment donné, c'est un retour aussi. Ça va vous permettre de discuter après avec le spectacle et puis d'améliorer nos spectacles. Donc, avec cette gouaille, cette énergie, ils sont flippés, tétanisés, ils font on va venir, on va venir, on va venir. Et ils viennent et ça se passe super bien. Eh bien, merci Nao, merci surtout pour l'accueil. C'est moi. À bientôt, j'espère. À bientôt, promis. Il a fallu 12 ans à Nao pour transformer cet ancien cinéma en salle de spectacle. Un combat contre les ravages du temps sur la pierre. Comme Nao, des passionnés se mobilisent dans tout le Grand Est de la France pour sauver le patrimoine de nos campagnes. C'est un village à mi-chemin entre Nancy et Metz. Un village comme les autres, du moins en apparence, car Delmes et son millier d'habitants cultivent sérieusement leurs différences. La commune a beau être située en pleine zone rurale, elle possède son petit Pompidou, une synagogue transformée en centre d'art contemporain. 1981, faute de pratiquants, la synagogue est définitivement fermée. Du culte à la culture, le pari est osé pour la petite commune rurale à l'initiative du projet. Même si le lieu reste modeste, quelques dizaines de mètres carrés d'exposition, les artistes et non des moindres comme par exemple Daniel Buren s'y succèdent maintenant depuis 25 ans. Pas de doute, cette synagogue condamnée à disparaître a retrouvé grâce à l'art contemporain une seconde vie. Il se passe quelque chose de particulier quand les artistes viennent ici. Ils sentent vraiment que c'est un lieu familial et vraiment atypique. Oui. Ça leur change des galeries qu'ils peuvent rencontrer plutôt aseptisées. Ici, c'est vraiment un vrai lieu humain, en fait, et intégré dans le paysage local. À proximité de la synagogue, son annexe, la guest house, l'ancienne chambre funéraire, accueille dorénavant d'autres expos, mais aussi des activités périscolaires. Et tu veux pas faire des petites choses qui montrent qu'ils sont en conflit tous les deux? La reconversion est totale, mais l'équilibre reste encore très fragile avec 5 salariés et 375 000 € de budget annuel. Le centre d'art n'échappe pas aux coupes budgétaires. Et pour compenser, il faut peut-être plus qu'ailleurs convaincre et bousculer les a priori. Non, c'est pas facile tous les jours. Une entreprise, elle préfère donner de l'argent à un club de foot qu'à un centre d'art contemporain parce que le club de foot, il a son public assuré, le centre d'art, pas forcément. Alors, un petit indice, c'est l'image. Pour les gens, c'est de l'art incompréhensible, c'est très difficile. Pourquoi est-ce qu'on irait voir ça? Pourquoi est-ce qu'on irait subventionner ça? Ils ne voient pas l'intérêt, ils ne voient pas que c'est notre culture actuelle. Hein, c'est la culture de la France. Et que ça doit être développé, ça doit être soutenu de la même façon que bien d'autres choses. Mais ça, c'est difficile effectivement à faire accepter, notamment par les milieux ruraux, les milieux agricoles, les milieux industriels aussi. Donc voilà, mais on est plein d'espoir et on continue à travailler en ce sens. Transformer un lieu de culte pour accueillir des manifestations culturelles, et c'est aussi ce qui a motivé la mairie de Saint-Maurice-sous-les-Côtes dans la Meuse. La chapelle Sainte-Geneviève était à l'abandon depuis des décennies.
Mais en faire aussi un lieu d'accueil pour randonneurs semblait une évidence pour les architectes, à l'origine de ce projet à double vocation. Cette chapelle elle a la particularité d'être sur les sentiers de Côte-de-Meuse. Donc il était question d'en faire un refuge et pour nous c'était un vrai projet de paysage. Comment imaginer un projet qui, une fois qu'il a été fini, on avait l'impression qu'il avait toujours été là. Même si elle est désacralisée, ça reste, on appelle toujours ça un refuge. Le nouveau sacré pour nous, c'est ça. C'est qu'on puisse avoir ces moments de retrait dans nos quotidiens. Et cette chapelle a réussi ça. Raser ou rénover, la question s'est posée, mais une fois tranchée, l'option était claire. Pas de rénovation classique et surtout pas à l'identique. Pour la chapelle érigée au XIIe siècle, place à une nouvelle vie, bien calée dans son environnement et son époque. On aurait pu effectivement, à un moment donné, se dire on remet les choses telles qu'elles étaient dans le temps passé. L'objectif n'était pas celui-là, le lieu est désacralisé, les églises dans nos villages sont de moins en moins fréquentées. Voilà, l'option était de se dire on l'ouvre vers l'avenir. Moi je trouve que c'est une belle façon de préserver le patrimoine qu'on a, mais en le faisant vivre. Pas simplement en disant voilà, il est là, il est fermé, bon, la chapelle est là. Non, aujourd'hui c'est ce dont on a besoin de donner du sens. La mutation du patrimoine religieux, plus qu'une préoccupation, un enjeu pour les collectivités. De moins en moins fréquentées et de plus en plus dégradées, certaines églises commencent à coûter cher, trop cher. Envisager de nouveaux usages, c'est une solution. Des églises transformées en bibliothèques ou en hôtels, pourquoi pas, mais pas de précipitation leur est encore à la réflexion. La meilleure façon pour préserver un bâtiment, c'est encore de l'occuper. Donc de trouver une occupation qui soit pertinente, qui soit durable et qui permette de mettre tout le monde d'accord. On allait visiter des bâtiments au Québec, où on a pu voir des utilisations de bâtiments totalement variés, type fromagerie, centre d'escalade, salle de trampoline. Donc actuellement, on ne s'interdit pas des choses. Bien sûr, on veut le faire avec tout le respect qui se doit à ce type de bâtiment, et en lien avec le diocèse, qui a aussi certainement des préconisations à donner pour que les réutilisations, s'il y a lieu, se fassent en accord avec toutes les parties prenantes. Imaginez un nouvel avenir à des édifices voués à disparaître. Le phénomène a également touché les gares rurales dans le passé. Mais dans le petit village d'Inor, la gare a beau être fermée, elle accueille toujours des voyageurs. Elle a été transformée en gîte, une grande pièce à vivre, 2 chambres, 2 terrasses avec vue sur la Meuse. Un projet quasi militant. Des bâtisses comme celle-ci restent à l'abandon, se détruisent très vite. Et donc la seule issue pour justement éviter les squats, c'est la démolition. Donc là, on a la perte sèche d'un patrimoine et je trouve ça vraiment regrettable qu'on puisse détruire des lieux de vie qui ont été des lieux de vie pendant des décennies. Et il était hors de question de laisser cette jolie bâtisse à l'abandon. Ici, le changement d'usage s'est fait dans la douceur, pas de verrou à faire sauter comme pour certains édifices religieux, même si les mentalités semblent évoluer plus vite qu'on ne le pense. Je vais même vous dire une chose toute bête. On a fait la fête des voisins. Le jour de la fête des voisins qu'on faisait sur la place du village, arrivait un orage. Devinez où est-ce qu'on est allé finir notre fête des voisins. À l'église, non? Eh bien, si on était à 40, on est rentré à l'église et on a fait notre fête des voisins dans l'église. Et quand j'en ai parlé à notre prêtre, il m'a dit « t'as eu drôlement raison ». À Montier-sur-Sault, dans le sud de la Meuse, le projet est encore plus ambitieux. Ici, il s'agit de redonner vie à tout un site. 9 hectares de patrimoine ancien, une abbaye, une fonderie, une ferme, tout était à l'abandon. Ce territoire rural était en souffrance. Il vit aujourd'hui une véritable renaissance. Au début, c'était vraiment considéré comme un projet complètement fou, un bateau qui se lance comme ça, un ovni presque. Justement, avec tout ce qui avait été prévu, on disait mais c'est démesuré, ça ne marchera jamais, les gens viendront jamais dans un territoire si isolé où il n'y a pas de transport en commun. Et en fait, c'est justement au contraire, c'est par cette multiplicité des activités
par la possibilité de tout ce que peuvent faire les visiteurs quand ils viennent sur le site, toutes les portes d'entrée différentes en fait, que du coup ça a pu décoller et qu'après 3 ans maintenant on voit vraiment ce qui marche. La culture, c'est un des axes de développement privilégiés, avec des spectacles et des troupes en résidence, mais aussi une compagnie locale Azimut. Elle fête cette année ses 20 ans d'existence, 20 ans de création, ici, dans cette grange. Revenir aux sources et partager avec les habitants d'ici, c'était quelque chose qui me plaisait, quoi. C'est par conviction de se dire aussi qu'à un moment donné, on peut aussi venir dans le monde rural et ouvrir les portes. C'est aussi une action politique, j'ai envie de dire, parce que j'ai souvent vu dans le monde rural des gens qui sont plutôt repliés sur eux-mêmes et que je trouvais que l'art était une façon d'ouvrir, quoi. Et non, je pense que je l'ai plutôt fait par conviction que par opportunisme. L'an passé, le site des Curets a attiré près de 10 000 personnes, une preuve parmi tant d'autres que le monde rural, contrairement aux idées reçues et aux caricatures, n'est pas toujours synonyme de monde en crise. Si crise il y a, elle n'est peut-être que le reflet de mutations profondes, porteuses d'avenir. Bertrand Olivier, vous êtes le maire de Joinville. Vous menez ici un combat important pour la réhabilitation, la sauvegarde du patrimoine. Vous dites que c'est le premier combat à mener pour la ruralité. Pourquoi ? Tout à fait, parce que tout dépend, on a perdu beaucoup d'habitants ces dernières années. Plus de 30% de la population est partie de la ville. Donc c'est aujourd'hui une priorité. Si on veut capter de nouveaux habitants, leur donner un cadre agréable, mais il faut travailler sur ce patrimoine qui était malheureusement abandonné. Et précisément, vous avez lancé l'opération Oser Joinville, une sorte de journée porte ouverte ici à Joinville. Vous avez accueilli, je crois, 600 personnes. Quelles ont été les retombées économiques très concrètes ? Oui, c'est une idée qui est partie des journées du patrimoine. L'idée, c'est d'ouvrir véritablement ces maisons aux visiteurs, ces maisons qui sont à vendre ou qui sont abandonnées. Des maisons privées ? Des maisons privées, mais aussi que la commune a préempté ces dernières années, les ouvrir aux visiteurs et aux investisseurs potentiels. Donc on a eu énormément de succès, c'était une première édition, près de 600 visiteurs dans ces biens qui se sont déroulés donc, tout au long d'un week-end de mai. Et des gens ont acheté ? Oui, par la suite on a vu une hausse des transactions immobilières, pas seulement sur ces biens mais aussi sur d'autres biens sur Joinville. Donc il y a une publicité qui s'est créée autour de cette initiative et on en est ravis puisqu'on va relancer cette idée donc, pour l'année prochaine, pour 2019. Alors, on a vu l'exemple de Nao tout à l'heure. Elle reste malgré tout une exception. Vous l'évoquiez, Joinville perd des habitants. Quelle en est la première cause selon vous ? C'est compliqué, on fait partie effectivement, notre département, notre région de la diagonale du vide. Donc effectivement, on est très loin des grandes villes. Nancy, Troyes ou Dijon et Reims sont trop éloignés de Joinville ou du département. Donc on manque d'attractivité à ce niveau-là en termes d'éducation et puis de transport également. Donc les jeunes ont tendance à partir effectivement dans les grandes villes et ne plus revenir. Le vrai problème sur les territoires ruraux, c'est l'emploi. Que fait-on pour pallier ce problème aujourd'hui, ici à Joinville ? Malheureusement, derrière, effectivement, ceux qui restent, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de partir et bien souvent, donc, ils restent et n'ont pas d'emploi. Donc on essaye d'être un laboratoire d'idées, d'initiatives aussi nationales, d'essayer de trouver des idées. Donc territoire zéro chômage, ça nous a parlé tout de suite avec la possibilité d'offrir des CDI à des jeunes très éloignés, avec des gens qui sont très éloignés de l'emploi, qui ont perdu leur emploi depuis très longtemps. Pour résumer, quelles sont les idées fortes pour relancer un tel territoire ? Alors, je crois que la première chose, c'est qu'il ne faut pas hésiter à communiquer sur la situation de nos territoires. Ensuite, il faut, je crois qu'on puisse aider de façon forte les initiatives privées ou de la collectivité pour redynamiser ces territoires. Et puis enfin, il faut donner un cadre agréable à des nouveaux habitants qui puissent venir et notamment soutenir les initiatives comme celle de Nao, ce magnifique théâtre parisien quelque part au cœur de nos petites villes. Véritablement, moi je dis, on a un très beau territoire, la campagne est très agréable, donc il faut la soutenir. Merci. Nous sommes maintenant à Maxé-sur-Vèze, en Meuse. Depuis 3 ans, cette exploitation travaille en bio.
Ces arbres, au milieu des plaines céréalières, cela dénote plutôt dans le paysage. En France, une association a décidé de soutenir ce type d'initiative, l'association Ferme d'avenir. Nous avons suivi ces agriculteurs, pas comme les autres, en Alsace. Je pense qu'il est temps de changer et que ça peut être un début d'un nouveau cycle. Et on est capable de le faire. Voilà, tu peux prendre la grosse. Tire dessus. Elle est énorme. C'est un rêve de vie, c'est un projet de vie. Après, il y a quand même pas mal d'embûches pour arriver à la vie rêvée. Les choses bougent, hein. Je ne sais pas en combien de temps ça va changer, mais ça change. Changer de modèle agricole. Gabriel Willem et Léa Palagès défendent l'idée sur ce marché de Colmar. Oui, donc il faut que tu manges une deuxième. Le couple de maraîchers y amène ses produits tous les samedis. Des fruits et légumes en petite quantité, loin d'être uniformes et à des prix plus élevés que chez leurs voisins. Et du coup, pour les tomates, je t'ai mis les plus grosses, c'est les Agatha. Oui, c'est les meilleures pour la sauce et le gazpacho. Carrément. Merci. Voilà. Après 3 ans, leur pari un peu fou commence à porter ses fruits. Elena fait partie des habitués. Parce que notre argent, en fait, il va permettre de soutenir, plutôt que d'acheter au supermarché ou donner l'argent à des grands distributeurs. Parce que l'alimentation, c'est quelque chose d'essentiel dans notre vie. Et si on ne s'alimente pas correctement, le reste n'a pas trop de sens. Parce que finalement, on va dépenser beaucoup d'argent en santé, par exemple. Mais pour être en bonne santé, il faudrait peut-être déjà commencer par bien se nourrir. Gabriel et Léa sont ce qu'on appelle des néo-paysans. Ils défendent une agriculture locale, biologique et à très petite échelle. Le modèle a quasiment disparu. Notre but, c'est pas de vendre. On n'est pas des commerçants. Il y a bien sûr c'est une entreprise, donc il faut arriver à un équilibre financier, mais notre but, c'est de faire passer des idées, de pouvoir échanger, de susciter la réaction, l'étonnement, la créativité. Avec les jardins en chantant, la costumière et le pianiste chanteur défendent toute une philosophie de vie. Gabriel et Léa ajoutent des touches de culture entre carottes et haricots. La Belle Verte, c'est un film qui date de bien longtemps, mais qui raconte des choses bien actuelles. De l'artisanat local, des places de spectacle ou en DVD. Une découverte se glisse chaque semaine dans leur panier de légumes. Le credo du couple, nourrir le corps et l'esprit. J'aime bien leur projet, je le trouve encore plus beau que ceux d'un maraîcher bio. Si elle coûte tout le côté artistique, culturel, inventif, créatif. En plus, ils m'ont offert un cabas. Voilà, c'est de la fidélisation, quoi. Mais sur des belles choses. C'est la 3e saison de maraîchage au Jardin en Chantant. Une micro-ferme de 1 hectare contre 61 en moyenne pour les exploitations de la région. Ici poussent près de 200 sortes de fruits et légumes sans pesticides en permaculture. Un joyeux désordre très réfléchi. Le procédé inspiré par la nature permet aux cultures de se protéger entre elles et à l'écosystème de se recréer. Le couple travaille à la main au prix de 70 heures de labeur hebdomadaire. À long terme, celui qui passe son tracteur tout le temps et qui tasse ses sols, eh ben son sol il devient comme beaucoup, c'est-à-dire plus de la moitié des sols en France qui ne sont plus fertiles en fait. Ça coûte beaucoup de gazole aussi, il y a cette réflexion-là. Le jour où le pétrole il sera à 2 € le litre, les fermes qui sont totalement mécanisées ne pourront pas survivre. C'est aussi cette pensée-là vers plus tard, c'est de voir comment on peut préparer. Sur cet ancien champ de maïs, la faune et la flore reprennent doucement leurs droits. Gabriel loue le terrain depuis 5 ans pour laisser la terre de son enfance se reposer un peu. À l'époque, l'enfant du village parti tenter sa chance à Paris revient. Rien ne prédestine cet artiste, fils de professeur, au maraîchage. On est parti d'une image très, on va dire, baba cool, ce qui n'était pas le cas aussi. On tient à le montrer. Ah, maintenant une image crédible, on peut faire les choses autrement. Et de toute façon, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que ces modèles-là, ils sont obligatoires, tout s'écroule. Donc, dans 10 ans, vous me reposez la question, et si ça se trouve, c'est les autres que je regarderai comme des huluberlus, quoi. Un pari sur l'avenir, déjà récompensé.
Le couple est lauréat Ferme d'Avenir dans le Grand Est cette année. L'association créée en 2013 en Touraine soutient 800 structures aujourd'hui. Des fermes adeptes de l'agroécologie, car elles seraient, selon elles, plus rentables que l'agriculture conventionnelle. Une réponse aux crises successives du secteur. Moi, je me souviens être passé ici avec mon grand-père et son cheval de trait encore attelé. Et effectivement, il y avait des petits champs de pommes de terre, de luzerne, de temps en temps du maïs quand même, des betteraves. Et en fait, la monoculture, ça a amené peu de travail dans les champs, donc de moins en moins d'agriculteurs, difficulté d'avoir des revenus corrects, et puis le phénomène, il s'entretient. Donc moins il y a d'agriculteurs, plus on simplifie le travail et plus le paysage est simplifié. En reprenant l'exploitation familiale, Maurice Meyer a été l'un des premiers à se convertir au bio. L'agriculteur a aussi assisté à la transformation des parcelles voisines, du maïs à perte de vue. La céréale très rentable recouvre aujourd'hui près de la moitié des surfaces agricoles en Alsace. Donc en fait, ce qu'on produit dans une région, ça n'a plus aucun lien avec ce qu'on y consomme. Et en Alsace, il y a 2 millions de consommateurs. Et les consommateurs, ils veulent les carottes bio, ils veulent du pain bio, ils veulent des choses comme ça. Ils ne mangent pas de maïs, matin, midi, soir. Une monoculture rendue responsable de la dégradation des terres. Maurice veut encourager une réforme du monde agricole. Alors depuis janvier, il accueille Thibaut et Louis. Ils commettent quelques erreurs quand même? Ah oui, ils font toutes les erreurs. C'est la première année. Il vous est précieux, Maurice? Très. Pour beaucoup de choses qu'on croit savoir faire et qu'en fait on apprend tous les jours à refaire. Notamment la plantation, les petits détails qui font à la fin une grosse différence, quoi. À 34 et 28 ans, eux aussi nourrissaient des rêves de micro-fermes. Mais difficile, voire impossible, de s'installer dans la plaine d'Alsace sans héritage paysan. Maurice les a aidés à franchir le pas en leur déléguant 2 hectares. Tout ce qu'on a réalisé ici, j'imaginais pas toutes les étapes qu'il y avait à franchir avant d'arriver à ces tunnels, ces cultures en place. Donc l'idée est belle, mais de la réaliser concrètement et de l'ancrer sur les terres de Valls, c'est encore une autre étape. On adapte constamment ces connaissances, ces théories et les résultats dans la pratique, nos expériences personnelles. Donc on est en train de vivre et de créer quelque chose de Ferme Saint-Blaise. Maurice prépare également la suite, le passage de relais. Car la retraite approche et en 20 ans, l'Hexagone a perdu la moitié de ses exploitations. Chez les candidats à l'installation, 40% sont des néo-paysans, à l'image de ses nouveaux associés. On était honteux d'être fils d'agriculteur, on était honteux même de dire qu'on allait reprendre la ferme un jour, donc j'ai caché tout ça très longtemps. Et maintenant de voir autour de Ferme d'Avenir des milliers de jeunes, et souvent qui viennent de la ville certes, qui sont très diplômés, qui savent ce qu'ils veulent, et qui sont très citoyens, et qui sont prêts à faire quelque chose et revenir en agriculture, c'est vraiment un miracle. Il y a 30 ou 40 ans, on n'aurait jamais parié ça. Donc c'est une excellente nouvelle, une excellente chose. Et moi j'ai vu beaucoup de gens démarrer avec très peu de choses et se fatiguer au bout de 5, 10 ans ou être aigris au bout de 20 ans à force de travailler tout seul avec très peu de moyens dans leur coin. Donc ce n'est pas ce que je souhaite ni à moi-même ni aux jeunes qui s'installent. Et donc avec 19 hectares, on a une base un peu plus solide, on peut faire des légumes en plein champ, on peut faire des légumes en petite quantité. Les projets du trio avancent à vitesse grand V avec l'ouverture d'un magasin de vente directe. Objectif, se verser de 1 à 3 SMIC chacun dès l'année prochaine. Charles et Lauriane Durand ont changé de vie en 2012. Le vieux poirier naît à la frontière mosellane. Ils investissent 180 000 € pour transformer un ancien dépôt de chauffagistes. Les pionniers de la micro-ferme misent sur l'élevage pour se lancer. C'est la première activité qu'on a mise en place pour la simple et bonne raison que nos chers amis alsaciens sont des mangeurs de cochons et donc on s'est dit voilà pour qu'on reste une entreprise et pour pérenniser les affaires et surtout les lancer, je pense que c'était la solution la plus adaptée, quoi. Une stratégie et une gestion très méticuleuse leur permettent de survivre sans être dépendants des aides de l'État. Le projet leur vaut le prix Ferme d'Avenir, mais 5 ans et 1000 arbres plantés plus tard, il reste beaucoup à faire.
Le couple a dû construire seul son propre modèle. Parce qu'il n'y a pas de recul en fait sur ces micro-fermes. Donc je pense que les prochains qui s'installeront dans 7 ou 10 ans seront vraiment mieux conseillés, ce sera plus facile pour eux, quoi. Charles et Lauriane comptent sur un réseau de fidèles pour avancer. De l'aide via le financement participatif et les coups de main en direct. S'il y a beaucoup de butinaires qui vont venir ici, forcément il y a des lézards aussi qui vont venir habiter là-dedans. Cet après-midi, ce groupe est venu finir un chantier repoussé depuis 2 ans. C'est aussi pour leur dire que leurs efforts, ils ne sont pas tout seuls à faire leurs efforts et puis qu'il y a plein de gens autour d'eux qui ont envie de les aider comme ils peuvent. On n'a pas tous un jardin, on n'a pas tous le temps, mais on peut faire un petit peu, chacun comme il peut. Un soutien psychologique essentiel pour continuer. Inondations l'hiver, sécheresse l'été, les imprévus font exploser le budget chaque année. Comment est-ce qu'on repart à chaque fois ? On repart plus fort, on va dire. Non, mais bon, comme dit, on apprend de nos expériences, on apprend que on n'est pas tout puissant face à la nature. Non, mais clairement, il y a des moments où on a envie d'abandonner. Mais d'un autre côté, si on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on ferait maintenant comme travail si on arrête celui-là? Je vois pas, je crois qu'on recommencerait. Donc autant continuer parce que c'est vraiment un métier de passionné, passionnant. Et puis c'est toujours pour donner aux autres, quoi, tout simplement. Donner aux autres en renonçant à son train de vie moderne. La famille vit avec 400 € par mois, le prix de son rêve de ruralité. Gabriel et Léa, eux, ne se versent pas encore de salaire, 3 ans après. 2018, l'année de l'enracinement, celle où il faut convaincre de la viabilité de leur projet. Ce genre de micro-ferme, ce genre d'agriculture qui n'est pas du jardinage, qui n'est pas du maraîchage, mais qui est entre les deux, vous allez en voir de plus en plus, vous entendez de plus en plus parler de mots de permaculture, d'agroécologie. Les samedis soirs sur Terre, c'est le dernier concept des jardins enchantants. Une source de revenus supplémentaires et un temps d'échange pour tenter une nouvelle fois de convaincre. Au-delà de tout ça, c'est aussi se retrouver, avoir un projet commun et puis utiliser les intelligences qui sont multiples et mettre la main à la pâte. Et je trouve se réapproprier la possibilité de se nourrir, c'est fabuleux, avec des gens sympathiques. Et voilà, c'est les échanges autour de l'alimentation. Ces consommateurs s'éloignent déjà de la grande distribution au profit d'une consommation alternative. Gabriel veut croire à la cohabitation de son jardin maraîcher avec de plus grosses exploitations, à l'heure où 60% des sols sont morts ou très détériorés en France. On a apporté notre petite goutte d'eau, on apporte et on apportera notre petite goutte d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie qui se trame en ce moment. Voilà. Ces néo-paysans sèment peut-être les premières graines d'un modèle durable. Les prochains mois, les prochaines années montreront si ces micro-fermes parviennent à dépasser l'utopie. Ce projet de ferme d'avenir a germé dans la tête de 7 hommes. Maxime de Rostolan a lui aussi fait son retour à la terre. Entre Paris et la campagne, il se bat aujourd'hui pour une agriculture plus harmonieuse avec la nature. Maxime de Rostolan, avec Ferme d'avenir, vous dites vouloir créer un nouveau monde. Est-ce que ça veut dire que celui-ci ne vous convient plus? Alors pas vraiment créer un nouveau monde, changer le monde dans lequel on vit, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on constate les limites de notre système. On a perdu 80% des insectes en 30 ans, 52% des animaux sauvages sur la Terre en 40 ans. Le dérèglement climatique s'accélère. Donc clairement, il faut prendre des dispositions pour changer, parce que sinon, c'est vraiment notre civilisation qui est condamnée. Alors changer, ça passe par exemple par cet arbre-là, une exploitation en agriculture bio, où on a planté des arbres au milieu des plaines céréalières. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Ce que je trouve très enthousiasmant, c'est de constater que des gens peuvent se réinventer. Dans les années 60, on nous a dit qu'il fallait arracher tous les arbres pour laisser passer les tracteurs, etc. Et on comprend que ce modèle a des limites. Et aujourd'hui, des gens s'emparent de cette question et replantent des arbres. Et je suis ravi de voir que l'agroforesterie gagne peu à peu du terrain. Alors le Grand Est, c'est une terre d'agriculture intensive, une terre où on utilise beaucoup de pesticides.
Comment on fait pour convaincre, pour faire bouger les lignes? Nous, ce qu'on propose, c'est de dire arrêtons de parler de politique agricole commune, parlons de politique alimentaire commune. Et là, tous les citoyens et les agriculteurs et les collectivités et tous les acteurs de la filière vont ensemble réinventer des manières de mieux produire en travaillant avec la nature et pas contre elle, parce qu'on n'arrivera jamais à lutter contre les forces de vie. Il y a eu les États généraux de l'alimentation. Est-ce que c'est une bonne base? En tout cas, ce qui était intéressant, c'était de se mettre tous autour de la table et de voir déjà où étaient nos points de convergence. Alors évidemment, on a plein de points de divergence. On n'est pas d'accord sur les effets des pesticides sur la santé, sur les effets de l'agriculture sur la biodiversité. Mais au moins, on a pu discuter ensemble. Et ça a été une base nécessaire qui a permis de poser quelques jalons. Et nous, on a passé un amendement en ce sens pour commencer à réfléchir à la rémunération pour les services écosystémiques rendus par l'agriculteur. Ici, dans ce champ, on va capter du carbone. Alors que l'agriculture chimique ultra mécanisée, aujourd'hui, émet du carbone. Elle est responsable d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture aujourd'hui est en crise. Vous dites qu'avec un modèle, le modèle que défend Ferme d'Avenir, vous dites qu'avec ce modèle, on peut être plus rentable. Ça paraît un peu fou. Alors déjà, il faut rappeler que l'agriculture industrielle aujourd'hui n'est pas rentable. Si jamais on arrête la PAC, il y a 67% des exploitations qui déposent le bilan. Donc aujourd'hui, l'agriculture chimique n'est pas rentable. Elle a besoin de subventions. Elle a besoin de subventions. Enfin, si c'est juste une rentabilité financière et que ça nous emmène dans le mur, à la limite, on s'en fiche de la rentabilité. Nous, on parle vraiment d'une rentabilité globale, c'est-à-dire sur les 3 capitaux. Le capital financier, ok, mais le capital humain et le capital naturel. Et si on regarde l'impact d'une ferme agroécologique versus une ferme industrielle à l'aune de ces 3 capitaux, on comprend que les fermes agroécologiques sont bien plus rentables et nous coûtent... Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'agriculture industrielle aujourd'hui nous coûte très cher. J'ai évidemment vu votre t-shirt. Agriculteur, homme d'utilité publique, ça veut dire que l'agriculteur n'est pas qu'un exploitant? Un agriculteur rend des services. Un agriculteur crée des dynamiques dans les territoires. Un agriculteur fait les paysages. Une agricultrice bio qui nous dit je regrette de ne pas l'avoir fait avant et puis maintenant mes vaches et puis je vais les vendre localement et je vais mieux les valoriser. Mais c'est super. Enfin, c'est quelqu'un qui a tout compris. Merci Maxime de Rostelan. Merci à vous. Loin de la ville, trop bruyante, trop stressante, trop chère, ces citoyens sont en quête d'un renouveau. Alors appelez-les néo-ruraux, périurbains ou vrais campagnards, tous ont un point commun, le désir d'être là où ils ont un rôle à jouer, d'être utiles tout simplement. À très bientôt.